et bienvenue dans ce webinaire du CNCH, troisième jour du congrès de l'European Society of Cardiology au format digital que nous vous accompagnons aujourd'hui. Et demain, pour la dernière séance de la quotidienne du CNCH, cette quotidienne est réalisée en partenariat avec le laboratoire Boehringer, que je remercie encore pour le soutien institutionnel. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi deux amis, François Rouby, qui est au CHU de Montpellier, et bonjour François. Bonjour. Et Romain Boulestro, qui est à Pau, notre spécialiste d'hypertension artérielle. Bonjour Romain. Alors, donc nous allons parler des late breaking trials du jour, et il y a des éléments très intéressants. Je note déjà une étude que j'attendais avec impatience, qui est l'étude Lodoco. Alors, il y a, on va dire, un historique concernant, vous savez, cette hypothèse inflammatoire de l'athérosclérose, avec déjà un New England en 2017 dans l'étude Cantos qui avait montré l'intérêt d'un traitement anti-inflammatoire dans l'athérosclérose. Et puis ces traitements étaient des traitements peut-être onéreux, et on a vu venir un intérêt pour une molécule qu'on connaît tous, qui est la colchicine, avec en 2019 une belle étude randomisée, qui est l'étude Colcott, qui avait été présentée et publiée dans le New England Journal of Medicine, avec un bénéfice de la colchicine. Et là, Late Breaking Trial, l'étude Lodoco, qui est une étude chez le coronarien stable. Alors, François, à toi l'honneur, dis-nous quels sont les messages à retenir de Lodoco. Merci beaucoup pour ton introduction. Merci au groupe pour l'invitation, et je vais essayer de vous partager le diaporama. Alors, pour plus de fluidité, peut-être que je serai amené à couper la vidéo si c'est nécessaire. Alors, l'étude Lodoco, en effet, je vais vous parler d'abord de Lodoco 2, puisque Lodoco, c'est la première étude qui a été publiée il y a maintenant quelques années, qui était une petite étude. Avant de vous parler des études, évidemment, il faut que je vous présente mes conflits d'intérêts, qui sont nombreux habituellement, qui sont peu nombreux ce soir, puisque ce sont des études académiques, l'une comme l'autre, et en particulier Lodoco 2. Comme à chaque fois avec la colchicine, on n'a pas beaucoup d'industriels derrière nous, puisque c'est un médicament qui est sur le marché depuis 200 ans. Alors, Novartis, c'est quand même un conflit d'intérêt parce que tu as cité Cantos avec le canakinumab, et c'est un laboratoire qui effectivement avait développé d'abord cette biothérapie. Alors pourquoi la colchicine? D'abord, vous le savez, l'athérosclérose, c'est une maladie inflammatoire à minima. Alors, je peux vous faire beaucoup de biologie, je vous rassure, mais je vous rappelle quand même que les cellules de l'inflammation sont là à la fois pour l'inflammation chronique et la déstabilisation de la plaque. Et c'est pour ça que la rupture de plaque, c'était une des cibles dans l'étude Colcott que tu as eu la gentillesse de citer et qu'on a publiée l'an dernier. Et puis, il y a une molécule très importante probablement qui est l'interleukine 1 bêta, qui serait ciblée alors à la fois par le canakinumab que tu as cité avec Cantos, mais parmi les cibles atteintes par la colchicine, c'est un candidat important. Je vais m'arrêter là sur la biologie, vous voyez que c'est assez simple. On est déjà un peu à la fin de l'été, alors la colchique, je ne vous chanterai pas, mais vous connaissez la fleur. C'est un médicament qui est ancien, et c'est important parce que ça veut dire qu'on connaît très très bien, en tout cas on pense connaître très très bien le médicament. On va voir que ce n'est pas forcément toujours aussi simple. Tu as rappelé Colcott, je vous le remontre quand même, c'était chez le coronarien récent, syndrome coronarien de moins de 30 jours, où on avait une réduction très significative des événements. Alors c'est bien sûr des critères composites, hein, ce sont des patients qui sont très très bien traités, et donc critères composites parce que on ne peut pas faire autrement, étant donné le peu d'événements qu'il y a dans cette population chez des coronariens très bien traités. On avait tout de même une réduction de 23%, très significative chez nos patients récemment coronariens. Et puis on a d'ailleurs présenté il y a 3 jours d'autres données qui montrent que plus on traite tôt, mieux c'est.
Alors, l'Odoco 2, c'est donc la deuxième version de l'Odoco. C'est un design un peu particulier que je vous montre parce que, d'abord, les critères d'inclusion font que seuls les patients de moins de 82 ans, alors pourquoi 82 et pas 80, je ne sais pas, ça il faudrait demander à nos collègues, qui avaient, comme tu l'as dit, une coronaropathie stable depuis plus de 6 mois, étaient inclus. Et puis, deuxième particularité, il fallait 30 jours de tolérance de la colchicine pour pouvoir participer à l'étude. Alors ça, évidemment, vous allez me dire, ça peut correspondre à l'idée qu'on entend souvent, qui est que la colchicine, c'est pas très bien toléré. Enfin, c'est en tout cas la conception qu'ont les cardiologues français souvent. On pourrait en reparler. Alors, je vous compare avec Colcott. Colcott, on n'avait pas vraiment de ces mêmes restrictions d'âge, puisque dès que vous étiez majeur, vous pouviez être traité. On a des populations très âgées, on a des dizaines de patients au-delà de 85 ans, par exemple, c'est une des raretés. Et puis, bien sûr, de la même façon, il ne fallait pas d'insuffisance rénale ou d'insuffisance hépatique. Alors, en revanche, nous, dans Colcott, on avait pris tous les patients, et que vous tolériez ou non, comme on traitait après un syndrome coronarien, on n'avait pas de fenêtre de tolérance nécessaire. Alors, cette étude est une très belle étude, hein, j'insiste, c'est une étude académique avec les moyens des académiques, c'est-à-dire qu'on est très très loin de la puissance des industriels pour mener une telle étude. Les collègues ont fait une magnifique étude, ils ont randomisé plus de 5000 patients, 2700 patients par bras qui vont recevoir et qui vont recevoir et être évalués jusqu'à la fin. Il y a très très peu de perdu de vue, ce qui est un gage de grande qualité de l'étude. Alors, on l'a dit tout à l'heure, il fallait pouvoir tolérer le médicament. Et alors, la question, c'est combien ont été exclus? Il n'y en avait pas beaucoup, puisque seulement 10% des patients seront exclus après avoir considéré qu'ils ne toléraient pas la colchicine. 10%, c'est pas tant que ça par rapport à l'expérience clinique. La population est très caractéristique, très classique pour une population de patients coronariens stables. Ce sont des gens d'un peu plus de 65 ans, ce sont surtout des hommes. Ils ont des facteurs de risque qui sont très classiques. Avec plus de 50% d'hypertension, on retrouve la même chose que dans l'Odoco, que dans Colcott, pardon. Et puis, alors évidemment, la particularité, comme ce sont des coronariens stables, l'une des particularités, c'est que ce sont des coronariens stables très anciens, plus de 2 ans d'ancienneté, ce qui veut dire que c'est vraiment une autre population que la population de Colcott. Ce sont des coronariens très bien traités, bien sûr, comme toujours dans les études, plus de 90% des statines, plus de 60% des bêta-bloquants, ce qui est un autre critère classique d'évaluation du traitement dans cette population. Ah oui, une autre particularité également, ce sont donc les Australiens qui sont à l'origine de l'étude et ils ont eu un peu de mal à recruter, ce qui a un bien et un mal. Le bien, c'est qu'ils ont beaucoup de patients qui sont suivis très longtemps, hein, la médiane de suivi est très longue, plus longue que celle de Colcott. En revanche, ils ont eu du mal à recruter, si bien qu'ils ont dû ouvrir l'étude aux Néerlandais, qui ont largement aidé, comme vous voyez, parce qu'ils en ont mis plus que les Australiens. Mais ce qui explique également une dispersion dans le temps et probablement une certaine hétérogénéité qui déjà a commencé à faire couler de l'encre, parce que les Néerlandais, manifestement, sont plutôt pénalisants pour l'étude, ils ont moins d'événements que les Australiens. Alors, toujours est-il que l'étude, elle est fortement positive, et c'était ça la question que tu me posais, donc j'y réponds. Regardez la réduction des événements, 31% de réduction des événements dans le groupe colchicine, chez des patients qui présentent assez peu d'événements comme attendu, hein. Le collègue disait 3,7% par an dans le groupe placebo de façon très régulière, donc c'est ce qu'on connaît. Alors, ce sont des événements, en revanche, dans le cadre du critère composite, qui est le critère primaire, à savoir mort cardiovasculaire, infarctus, AVC, ou revascularisation drivée par une ischémie. Donc voilà, c'est pas la mortalité toute cause, c'est pas une mortalité même cardiovasculaire. Si on regarde dans le détail, effectivement, cette mortalité, ce critère composite, il est surtout tiré par l'infarctus et par la revascularisation orientée par l'ischémie. Beaucoup moins que l'AVC. Alors que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans le Colcott, on avait un critère composite également qui était un peu différent, mais qui ressemblait beaucoup, et qui était largement tiré par la réduction des AVC qui était drastique, hein, puisqu'on avait une réduction un peu moins forte du critère composite. En revanche, une réduction majeure des AVC de plus de 50%. Alors, vous me direz, c'est bien d'avoir une efficacité clinique, mais la colchicine, c'est mal toléré, tout le monde a la diarrhée, etc. C'était déjà pas ce qu'on avait observé dans Colcott. Très bonne tolérance, avec simplement un peu plus de pneumopathie non grave et pas de sepsis sévère. Et ça, c'est important parce que dans CANTOS, que tu as cité tout à l'heure, le développement de la molécule dans cette indication a été arrêté alors que l'étude était positive sur le plan clinique parce qu'on avait une augmentation des sepsis sévères.
Évidemment, guérir le patient de sa rupture de plaque, mais le faire mourir d'un sepsis sévère, c'est ennuyeux. Et donc, ce n'était pas du tout la vue de Novartis qui a arrêté le développement de la molécule. Pour ça, hein, ils ont rebondi, je vous rassure, sur d'autres indications. En revanche, dans cette étude, excellente tolérance, il n'y a pas d'augmentation d'absolument rien. Dans Colcott, on avait un peu plus de nausées, un peu plus de flatulence, on n'avait même pas une augmentation significative des diarrhées. Là, vous voyez, on a une excellente tolérance sans aucun signal, ce qui est important parce que les patients sont traités longtemps, sont traités très longtemps. Alors, je ne l'ai peut-être pas redit, mais je l'avais mis en introduction. C'est une petite dose. Hein. Lodoco, ça veut dire low dose of colchicine. Ça veut dire qu'ils recevaient 0,5 mg par jour, ce qui est la même posologie qu'on avait choisie dans Colcott. Donc à 0,5 mg par jour, c'est bien toléré. Ça, c'est un message important. C'est pour ça peut-être qu'en cardiologie, on n'a pas l'image d'un traitement très bien toléré. C'est aussi parce qu'on a tous appris dans la goutte le traitement de charge que les rhumatologues ne font plus. C'est plus recommandé. Et probablement que ce soit dans la péricardite, que ce soit dans d'autres indications, il faut penser à donner de petites doses. Donc en tout cas, je vous avais encadré le fait qu'il n'y avait pas d'alerte du tout dans cette étude. Alors, la conclusion, pour ne pas m'étendre sur l'Odoco 2 et pour ouvrir à la discussion si vous le souhaitez, c'est la question qu'on avait déjà après Colcott, c'est ça y est, voilà, on a 2 grandes études internationales, 10 000 patients en total, réalisés dans des pays différents, alors des patients un petit peu différents, le coronarien récent, le coronarien stable. En tout cas, elles sont très concordantes. Est-ce qu'il faut vraiment d'autres études complémentaires? Est-ce qu'il faut du médico-économique? Médico-économique, la colchicine, ça coûte 7 centimes d'euros par jour. Je vous laisse imaginer, vous sortez votre calculette. Le médico-économique, il est gagné. Et puis, est-ce que, au contraire, si on partait sur une indication quotidienne, à ce moment-là, on partirait pour un traitement long, ce qui évidemment peut être aussi une crainte du prescripteur. Alors, je vais te poser une question. Par exemple, on avait l'étude dans l'infarctus qui était, dans les résultats étaient aussi impressionnants. Ça donne quoi? J'ai vu qu'il y avait des mises à jour des recommandations sur les non-stémies. Finalement, ça donne quoi dans les recommandations? Alors, les recommandations, on pouvait s'attendre à ce que les recommandations n'intègrent pas la colchicine pour 2 raisons principales. La première, c'est qu'il n'y avait qu'une étude. Mais vous me direz, à contrario, une étude, parfois ça suffit à rentrer dans les recommandations. Beaucoup de médicaments rentrent avec une seule étude, hein, sans prendre des études très récentes. L'ivabradine, par exemple, était rentré avec une étude tout de suite dans les recommandations, sans diminution de la mortalité, parce qu'il y avait un impact médico-économique avec la réduction des hospitalisations. Donc on aurait pu s'attendre un peu à la même chose. Et puis la deuxième raison, c'est qu'on attendait l'Odoco 2. Et donc, c'est le hasard du calendrier. Les recommandations ont été présentées la veille de l'Odoco 2 ou l'avant-veille. En tout cas, je me serais attendu à titre personnel que le médicament ne soit pas positionné, mais qu'en revanche, il soit au moins cité. Or, à ma connaissance, sauf si je les ai lus trop rapidement, c'est non seulement pas cité, mais c'est même pas évoqué. Et d'ailleurs, il n'y a même pas de chapitre gap to knowledge. Vous savez, souvent, il y a ce qu'on ne sait pas, ce qu'il faut essayer de savoir. Eh bien, je pense que, alors moi, je suis cardiologue interventionnel, donc je me mets dans le lot, mais les cardiologues interventionnels savent tout. On n'a pas besoin de chapitres sur ce qu'on ne sait pas, manifestement. Bon, bah, c'est très intéressant et moi je suis optimiste que quand même avec 2 belles études randomisées, que c'est vraiment ça donne à réfléchir sur ce traitement, dont les effets secondaires sont quand même très limités aux doses dont tu nous as parlé et dont l'efficacité semble très intéressante sur ces 2 études randomisées. Alors, sur les études du jour, il y a une étude qui a été présentée aujourd'hui, qui est l'étude HOME-PI, et qui évalue finalement l'intérêt d'un protocole de gestion en ambulatoire de l'embolie pulmonaire. Je sais qu'en France, ce n'est pas beaucoup fait. Et j'aimerais bien que tu puisses également nous donner les points clés de cette étude. Alors, merci. J'ai coupé la vidéo parce que je vais essayer de privilégier le son pour que tout le monde puisse m'entendre.
Alors, cette étude, effectivement, c'est une très belle étude présentée par une équipe française d'Angers, donc ça a le mérite d'être souligné. Le contexte, c'est que vous avez, alors je ne sais pas si vous l'utilisez en pratique, ce sont beaucoup nos collègues des urgences, alors certains cardiologues travaillent aux urgences et ont bien la connaissance de ça. Il y a des scores comme le PESI qui permet d'évaluer la sévérité d'embolie pulmonaire. Vous savez, nous, on l'utilise en cardiologie, en soins intensifs, dont je m'occupe, pour guider les indications de thrombolyse. Mais ça peut être également pour classer les patients à bas risque, au contraire, et permettre de les renvoyer à la maison et traiter l'embolie pulmonaire en ambulatoire, comme tu l'évoquais. Il y a d'autres scores plus pragmatiques. Alors ça, c'est la société européenne qui recommande plutôt le PESI, et la société américaine recommande plutôt des scores pragmatiques, comme ils disent, en particulier le score qui est issu de l'étude ESTIA. Et ce score que je vous remets parce que je ne sais pas si tout le monde est familier avec ça. Alors, à titre personnel, je ne l'ai jamais utilisé, donc je ne suis pas du tout familier non plus, je vous rassure. Le score, il a le mérite d'être très pragmatique, effectivement, parce que c'est oui ou non. Et il suffit que vous cochiez une case pour considérer que le patient est grave et qu'il nécessite d'être hospitalisé. Évidemment, vous envisagez la thrombolyse, vous n'avez pas le thrombolyser, le renvoyer à la maison. Vous prenez en charge une femme enceinte, vous prenez en charge, enfin voilà, il y a le bon sens clinique qui est derrière. De la même façon, si vous avez des critères biologiques de gravité, si le patient a besoin de traitement, de support, oxygène, etc. Et puis, il y a la dernière ligne qui est probablement la plus importante et qui explique peut-être toute l'étude, c'est la raison médicale ou sociale. Et ça vous semble évident, mais c'est probablement une grande faiblesse du score PESI. Si vous prenez en charge un patient âgé, même s'il n'a aucun critère de sévérité autre que l'âge ou le fait qu'il est seul à la maison, eh ben, en théorie, vous pourriez le renvoyer à la maison et probablement c'est la catastrophe parce qu'il ne comprendra pas le traitement, il va mélanger les ordonnances, etc. Donc vous avez une bonne indication à l'hospitaliser simplement par son isolement. Alors ce score qui est très pragmatique, au contraire, si vous cochez aucune des petites cases, le patient est considéré comme à bas risque et peut être géré en ambulatoire, ce qui change un peu évidemment les choses. Alors peut-être ça représente peu de patients, vous allez me dire, et c'est là un point important qu'on verra tout à l'heure. Alors sur l'étude elle-même, je vais passer un peu plus vite parce que l'étude est un peu complexe à comprendre et en plus, on n'a pas le texte publié, donc je me suis uniquement appuyé sur la présentation. Donc ça, c'est les deux scores qui sont comparés. Donc les patients, quand donc ils font une embolie pulmonaire sans choc cardiogénique, évidemment, et ils vont être randomisés en je gère en fonction du score ESTIA, je gère en fonction du score PESI, et si les scores me permettent, je les renvoie à la maison ou pas. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des patients qui sont relativement jeunes, à moitié hommes, à moitié femmes, avec 20% en gros de cancer. L'évaluation est très clinique, biologique et échographique sur la dysfonction ventriculaire droite, donc des choses assez classiques. Donc quand même 1000 patients par bras, c'est une très belle étude, là encore, bien sûr académique. Ce qui est très joli dans ces études pragmatiques, ce sont des études de vraie vie, de prise en charge, et que là, on ne teste pas des choses futuriste. L'endpoint primaire qui était de sécurité visait à évaluer si le score ESTIA était aussi bon ou pas que le score PESI, et c'est le cas. Vous voyez qu'il y a une bonne probabilité pour prévoir les événements cliniques en fonction des deux scores et permettre donc de renvoyer à la maison les patients. La deuxième conclusion, c'est aussi que le ESTIA est très facile, même si on utilisait le PESI simplifié. Le ESTIA, c'est vraiment du bon sens clinique. Vous avez vu les questions tout à l'heure. Vous savez tout de suite si vous avez affaire à une femme enceinte, un patient dément, etc. Et que finalement, vous avez tous les éléments, rien qu'en voyant le patient et le scope. Alors, quels sont ces patients qu'on a renvoyés à la maison? Ils sont fréquents en fait. Regardez, il y a plus d'un tiers, presque 40% des gens qui peuvent être renvoyés à la maison. Alors, pas beaucoup, évidemment, ce sont surtout des gens peu âgés, qui n'ont pas de grosses comorbidités, ça vous vous en doutez, qui ne désaturent pas, qui n'ont pas de dysfonction ventriculaire droite majeure, et qui vont rapidement être mis sous traitement anticoagulant oral et par des AOD principalement. Donc, c'est du bon sens, mais vraiment, je crois que le message est important parce que ça montre qu'on est capable de trier aux urgences facilement les patients qui se présentent pour embolie pulmonaire sans critères, sans choc cardiogénique, bien sûr. Et ça permet de les orienter pour une prise en charge ambulatoire
c'est quand même plus d'un patient sur 3, donc c'est pas négligeable. Ça permet de dégager l'hôpital et d'éviter également la iatrogénie, puisque en toute sécurité, on peut renvoyer les patients à la maison. Ils vont pas être perfusés, ils vont commencer rapidement le traitement, etc. Évidemment, ça nécessite, et c'était dans les discussions, c'était très intéressant, les intervenants soulignaient que ça nécessite une organisation et que ça, ce n'est pas possible partout, ça dépend de comment vous êtes organisé. Est-ce que vous êtes capable de revoir précocement les patients? Est-ce qu'ils vont rentrer rapidement dans un réseau de prise en charge? Est-ce qu'ils vont être réévalués comme il faut? Éduqués à l'anticoagulation? Donc il y a quand même une structure qui est sous-entendue sur l'étude. Merci, merci pour ton. Je te laisse arrêter le partage peut-être Oui. des slides. Merci pour cette présentation qui est très claire. Finalement, tu as dit un tiers des patients répondaient aux critères de traitement ambulatoire. Oui, c'est surprenant, hein. C'est vrai que nous, alors évidemment, il y a un biais parce que moi, étant en soins intensifs, je ne les vois pas ceux-là, évidemment. Mais je pense que pour l'instant, en tout cas dans notre pratique, beaucoup vont quand même en hospitalisation, par défaut, parce que ils arrivent à des heures, à une heure indue, parce que dans le doute, on va les mettre pour les réévaluer. Eh bien non, c'est quand même un tiers, voire 40% des patients qui pourraient être renvoyés à la maison en toute sécurité. Encore une fois, sous réserve d'avoir quand même la structure qui permette de les prendre en charge en sécurité, qu'ils soient réévalués précocement, etc. Mais c'est vrai que c'est un message important à l'heure de l'ambulatoire et de décharger à la fois les urgences et le secteur d'hospitalisation. Ok, ben c'est très bien.